On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'Action Dépendance et de Linda Villeneuve, réception d'une médaille de mérite exceptionnel du lieutenant-gouverneur. Mais d'abord, fin de session parlementaire à la Chambre des communes à Ottawa. Entrevue avec la députée de Saint-Jean, Christine Normandin. C'est le moment de faire des bilans politiques, bilan de la session parlementaire à Ottawa, à la Chambre des communes, avec la députée de Saint-Jean, Christine Normandin. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Merci de me recevoir. Quels sont pour vous les principaux faits saillants de cette session parlementaire? Oh mon Dieu, il y en a eu plusieurs. J'ai le goût de vous dire qu'une des choses qui a peut-être marqué tous les députés ainsi que leur bureau, ça a été la crise des passeports. Ça a été... si on a le goût de parler d'un événement qui a aussi marqué la population, ça a été ça, là, dans le pic de la crise. C'était à peu près 40 personnes par jour qui téléphonaient au bureau parce qu'il y avait un problème avec leur passeport. Tout le monde a mis la main à la pâte. 40 par jour à votre bureau de comté. À notre bureau, juste avant les 2 semaines de la construction. Là, fait que c'est plusieurs centaines de dossiers qu'on a traités pendant ce moment-là. Autrement, dans ce qui relevait peut-être un peu plus de la colline, on ne peut pas passer à côté de la nomination d'un nouveau chef conservateur. Ouais. On s'attendait à ce qu'il soit peut-être un petit peu plus performant après on pourrait quasiment appeler ça un couronnement là, avec le pourcentage de voix qu'il y a eu. Puis finalement, surprenamment, ça ne semble pas lever tant que ça, ce qui nous amène peut-être à des discussions là, qui commencent à avoir cours ces temps-ci sur une potentielle élection, encore une fois, en 2023. Donc ça fait partie de certains faits saillants, mais sinon, il y a des choses, des incontournables qui reviennent année après année, négociations sur les transferts en santé, la question de la langue, la question de l'immigration. Une année standard, presque. Bon, revenons rapidement sur les passeports. Est-ce que ça s'est placé? Avez-vous encore des appels au bureau comme quoi que les délais sont déraisonnables? On a encore quelques appels, mais ce n'est pas nécessairement lié à la question des délais. Ça s'est placé là, autour du mois d'octobre. On nous a affirmé que les délais standards étaient respectés, ce qui semblait être le cas. Donc, c'est peut-être des dossiers un peu plus problématiques en soi, mais il y en a beaucoup moins qu'à l'été. Et je me rappelle, au moment de cette crise des passeports, le gouvernement fédéral a pris des fonctionnaires à l'assurance-emploi pour aller aider au passeport. Conséquence, ceux qui sont au chômage, je comprends qu'il n'y en a pas beaucoup parce que le taux est assez bas, mais ceux qui ont besoin de prestations de chômage, d'assurance-emploi, avaient aussi des délais déraisonnables. Oui, puis c'était déjà quelque chose qui était problématique avant même la crise des passeports. Je me souviens, autour du printemps, là, on s'était même fait dire par des fonctionnaires, si vous voulez vous assurer qu'on puisse traiter en urgence certains dossiers, demandez à votre prestataire d'assurance-emploi d'aller faire une demande d'urgence à une banque alimentaire. On va mettre le dossier sur la pile à ce moment-là. Donc, il fallait qu'on fasse la preuve là, qu'on était vraiment rendu au dernier recours pour aller récupérer quelque chose auquel le travailleur est censé avoir droit. Il cotise pendant qu'il travaille à l'assurance-emploi. C'est un droit d'y avoir accès, mais c'était des fois des 2-3 mois de gens qu'on laissait dans la misère. Là, parce et que ça aussi, ça s'est placé avec le temps? C'est un peu moins pire. Il y a encore des dossiers où il y a de l'attente. C'est un petit peu moins pire. Le taux de chômage, évidemment, aidant un peu. L'été est passé aussi. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui travaillent dans le milieu scolaire, qui font des demandes d'assurance chômage, d'assurance-emploi l'été. Donc là, on n'est plus dans cette période-là. C'est un peu moins pire, mais il y a quand même encore des délais. Bon, vous avez fait référence à l'élection d'un nouveau chef chez les conservateurs. La dynamique, par contre, à Ottawa même, il faut le rappeler, là, on est en situation de gouvernement minoritaire. Mais parfois, ça paraît pas. Non, puis on voit... Bon, il est censé y avoir une espèce de mariage un peu imparfait présentement entre le NPD et les libéraux, mais on constate que ça s'effrite sur certains dossiers. Bon, il y a une entente pour soutenir le gouvernement sur les votes importants, les votes qui pourraient mener à un renversement du gouvernement. Mais pour le reste, là, on sent que des fois, il y a du sable un petit peu dans l'engrenage sur certains dossiers, ce qui fait que de plus en plus, le Bloc est un partenaire parlable, qu'on essaie d'avoir peut-être comme une espèce d'assurance là, quand il y a quelque chose à négocier. Donc, on fait partie des discussions à ce moment-là. Mais quand on regarde le contexte, parce que l'élection remonte à quand déjà? Ça remonte à 2021. Donc, 2021. Ça fait un an. Ça fait un an. Ouais. Donc, vous vous attendez à des élections en 2023? Est-ce que vous pensez que le mariage avec le NPD, ou à la limite, est-ce qu'un vote du Bloc pourrait permettre la survie du gouvernement sur un dossier particulier? En fait, on n'a pas l'impression que ça viendrait du NPD si le gouvernement était renversé. Ouais. On a plus l'impression que c'est le gouvernement qui jetterait le NPD en dessous de l'autobus. Parce que présentement, bon, le seul parti d'opposition qui serait
qui seraient prêts à aller en élection, même si on ne le souhaite pas. On ne se le cachera pas, c'est nous. Notre équipe est solide. On a de l'argent dans les coffres, ce qui n'était pas le cas il y a 3 ans. Quand on regarde le NPD, ils ne sont pas très, très actifs présentement. Jack Meeting, on le voit presque pas. Il n'est pas à son meilleur. Même chose, les sondages sont catastrophiques du côté des conservateurs. Si j'étais le gouvernement, là, quand les partis d'opposition ne sont pas prêts à aller en élection, bien, pour moi, c'est le signe que moi, je suis prêt à aller en élection. Puis Trudeau a vraiment l'air de vouloir en découdre avec Pierre Poilievre. On n'entend plus de grenouillage non plus à savoir qui va remplacer Justin Trudeau. Il a l'air d'être prêt à y aller. On se dit que sa fenêtre risque d'être en quelque part en 2023. On entend plus que Mme Freeland lorgne peut-être vers un poste à l'ONU. On entend peut-être aussi des rumeurs sur François-Philippe Champagne qui pourrait se faire tirer l'oreille à Québec. C'est ce qu'on entend. On est en panne de aussi. chef et que M. Trudeau tenterait sa chance pour une nouvelle élection à la tête du Parti libéral. C'est de plus en plus les rumeurs qu'on a. Donc, si c'est pas cette année ou début 2024, là, on va finir le mandat de 4 ans, mais s'il y a une opportunité, on a l'impression qu'il va la saisir. Et la récente partielle en Ontario aussi, bon, je comprends que c'est un comté qui allait aux libéraux, là, mais c'est un comté où l'aiguille du Parti conservateur n'a pas du tout bougé. De mémoire, c'est 12 000 voix de différence. Même si on s'attendait à ce que ce soit remporté par les libéraux, la marge fait mal. Poilievre a été complètement absent de cette campagne-là aussi, probablement pour éviter de se faire dire « tu étais là, puis finalement, tu ne l'as pas eu ». Ça n'envoie pas un bon message aux conservateurs. Donc, le contexte nous mène peut-être vers une autre élection fédérale quelque part en 2023. Dont on ne veut pas, mais s'il faut y aller, on va être prêt. Je comprends. Au niveau des enjeux locaux, bon, on l'a dit tantôt, oui, des appels au bureau de comté pour les passeports ou l'assurance-emploi, mais au-delà de ça, quels sont les autres enjeux sur lesquels vous travaillez actuellement dans le comté fédéral de Saint-Jean? Celui sur lequel je mets le plus d'énergie, mais c'est un travail qui risque d'être de longue haleine, c'est vraiment tout ce qui touche le collège militaire sur 2 aspects. On vient de recevoir Mme la juge Arbour en comité qui réagissait à la réponse du gouvernement à son rapport. Et là-dedans, il y a la question du collège militaire qui revient. Elle fait une recommandation pour qu'on évalue la pertinence de transférer les élèves officiers au civil. Et il y a aussi tout l'aspect de la corporation du Fort Saint-Jean aussi. On sait le contrat arrive à échéance en 2025. Donc, il y a du travail à faire pour voir comment on peut peut-être sécuriser ou travailler à ce qu'il n'y ait pas de rupture de service, par exemple, avec ce contrat-là. Donc, c'est du travail de longue haleine. Et ce sur quoi je veux mettre l'accent aussi, c'est les différences qu'il y a entre Saint-Jean et Kingston. Parce que souvent, on a tendance à parler des collèges militaires comme si c'était une espèce d'amas uniforme, monolithe, mais c'est pas le cas. Il y a des différences entre les deux, notamment au niveau de la façon dont on peut traiter les dossiers d'inconduite sexuelle, qui est un gros enjeu. Saint-Jean a des initiatives qu'il n'y a pas à Kingston, et je veux m'assurer que autant la ministre que mes collègues du Comité de la défense et que le député de Kingston, où il y a le collège militaire, soient conscients que c'est pas la même chose, les deux collèges, et qui voient aussi l'apport que la corporation amène au Collège de Saint-Jean. Mais est-ce que vous sentez qu'au niveau des activités militaires, on reviendra à la corporation, mais au niveau des activités militaires, est-ce que vous pensez qu'à moyen terme, on va rester avec le même niveau d'activité ou plus d'activité ou moins d'activité militaire à Saint-Jean? Par rapport au nombre d'élèves officiers, au nombre de cours qui sont offerts, on sait qu'on a maintenant une certification universitaire, mais est-ce que vous pensez qu'on va rester à peu près là ou s'il pourrait y avoir d'autres activités ou plus d'élèves officiers qui pourraient fréquenter le collège? Bien, déjà, on le voit depuis la pandémie, il y a un retour des élèves officiers en personne. Il y a toujours un enjeu de recrutement, ça c'est une chose, mais pour ceux qui arrivent au collège, on est sur le point d'ouvrir le nouveau programme de géopolitique et climat. Donc, il semble y avoir une volonté d'expansion au collège militaire. Donc, je ne vois pas à court terme qu'il y aurait de raison de diminuer la présence sur les lieux. Au contraire, il semble y avoir vraiment une volonté d'offrir de plus en plus de services au collège militaire, de revenir à cette espèce d'époque où c'était les heures dorées là, du collège. C'est l'impression qu'on a sur place. Puis il y a un bon leadership aussi là, au niveau du commandement. Bon, au niveau de la corporation là, qui existe depuis 1994, après la fameuse fermeture dont on se rappelle, le bail, oui, arrive à échéance en 2025. En même temps, la corporation joue un rôle très important dans la communauté à plusieurs niveaux. Est-ce que vous pensez que la corporation est en voie d'avoir un renouvellement de bail
avec la Défense nationale? Comme je n'ai aucune certitude, mon rôle, c'est de mettre tout en œuvre pour que ça arrive. Parce qu'on voit, justement, vous le mentionnez, les services que ça permet d'offrir à la population. Il y a un retour dans la communauté. Ça permet aussi, justement, contrairement à Kingston, de créer plus de ponts entre le civil et le militaire. Les gens de Saint-Jean sont probablement beaucoup plus proches de leur collège que ce qui se passe à Kingston, où c'est vraiment une chasse gardée. Là. On n'a pas facilement accès. Donc, tout le travail qui va permettre de mieux faire connaître ce qu'est la Corpo, les bienfaits qu'elle apporte à la communauté vont aller dans le bon sens. Mais je suis comme n'importe qui, j'ai pas de boule de cristal outre mesure. Bon. Autre dossier de nature fédérale dans notre grande région, c'est le chemin Roxham. Pas très loin de la Colle et Mingford, où il y a des immigrants qui rentrent. Évidemment, c'est rendu institutionnalisé, si on veut. C'est quoi la suite pour Roxham? Ça va rester comme ça à perpétuité? Bien, nous, on espère que non. C'est pas pour rien que depuis 3 ans, on demande qu'il y ait une suspension de l'entente sur les tiers pays sûrs, ce qui aurait, là, je résume grossièrement, ce qui aurait pour impact de permettre aux demandeurs d'asile de faire une demande à n'importe quel des 190 points frontaliers qu'il y a sur la frontière. Donc, ce ne serait pas 40 000 personnes qui passent par le Québec, ce serait mieux répartir. On aurait moins de pression sur le système d'éducation, les logements, la santé, parce que là, c'est Québec qui absorbe le tout. Donc, c'est ce qu'on demande. Je comprends qu'il y a des négociations avec les États-Unis pour revoir l'entente. Je ne sais pas jusqu'à quel point. Même Justin Trudeau a un petit peu désavoué son ministre là-dessus. Là. Il ne semblait pas aussi optimiste que M. Mendicino. Reste à voir, mais la suspension serait la meilleure des avenues. En terminant, il nous reste 1 minute. Vous avez aussi à voyager dans le cadre de vos fonctions parlementaires cet automne? Oui, je me suis promenée un petit peu. Je suis allée en Albanie, République de Malte, à Madrid et à Washington à 2 reprises. Donc, je me suis baladée un peu, principalement pour le Comité de la Défense à Washington et aussi pour l'Association des parlementaires de l'OTAN, où évidemment la question de l'Ukraine était sur toutes les lèvres, de même que celle de la Chine, parce qu'il y en a beaucoup qui nous disaient si l'Ukraine, c'est l'ouragan, bien la Chine, c'est le changement climatique. Il faut garder un œil sur la Chine à long terme. Et dans vos temps libres, vous jouez les Mamans Noël dans le défilé de Noël, comme on a vu dimanche dernier. C'est agréable comme expérience? Je pense que ça paraissait sur ma face. J'avais au moins autant de sourire que celui de tous les petits bonhommes, les petites bonnes femmes qui regardaient passer le défilé. Non, ça nous a mis la musique aux pieds. Tout le monde a eu du fun. Est-ce que vous vous sentiez un peu comme la reine? Non? J'ai pas de velléité de ressembler à la monarchie, mais pas partout. Mais j'avais probablement plus de fun qu'elle. Un gros merci. Joyeuse fête. Merci pareillement. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Il y a quelques jours à peine, le lieutenant-gouverneur du Québec, Michel Doyon, était de passage à Saint-Jean-sur-Richelieu pour remettre une médaille pour mérite exceptionnel. 2 invités pour en parler. D'abord, André Fortier, qui est l'ex-directeur du service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour à vous. Bonjour. Accompagné de Linda Villeneuve, qui est la directrice d'Action Dépendance à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et aussi, félicitations. Merci. Bon. André Fortier, expliquez-nous tout d'abord quel est le contexte dans lequel le lieutenant-gouverneur du Québec débarque à Saint-Jean pour remettre une médaille à Mme Villeneuve et Action Dépendance. Bien, moi, comme directeur du service de police, j'ai eu la chance de travailler avec Linda. Et je voulais, c'était clair dans ma tête que je voulais trouver une façon originale de rendre justice à Linda et à Action Dépendance pour tout le travail qu'ils ont fait. Que ce soit en prévention des dépendances, que ce soit par rapport à l'hébergement d'urgence. Alors, quoi de mieux qu'une médaille du lieutenant-gouverneur pour mérite exceptionnel? Alors, donc, j'ai rédigé une mise en nomination. Je l'ai présentée et c'est approuvé. Donc, voilà. Par curiosité, est-ce que c'est un long processus, ça, quand on décide de soumettre une candidature au lieutenant-gouverneur? J'ai déposé la mise en nomination en janvier dernier. Quand même. Oui. Puisque la médaille pour mérite exceptionnel relève du lieutenant-gouverneur, mais son personnel de cabinet, son chef de cabinet, et ils ont des critères, inévitablement, à rencontrer. Alors donc... Comment avez-vous réagi quand vous avez su que M. Fortier travaillait là-dessus? J'ai pas beaucoup de mots pour exprimer
toute cette reconnaissance-là, c'est rare. En organisme communautaire, on travaille fort. Je ne serai pas la seule direction et employée d'organisme communautaire qui dit qu'on travaille tout le temps. Rarement, on a des tapes sur l'épaule. On s'en donne soi-même parce que... Mais c'est un peu... il faut s'encourager parce que des fois, il y a des moments difficiles en organisme communautaire. Moi, ça fait 20 ans que je suis à l'organisme. Ça a fait 20 ans le 20 octobre cette année. Des manques de financement, du manque de personnel. J'ai travaillé solo pendant des années, alors c'est difficile. Mais chaque jour, on se lève puis on accomplit ce qu'on a à accomplir, notre mission. Mais quand M. Fortier m'a parlé de ça, j'étais excitée. Mais je le croyais, mais je le croyais pas aussi d'un sens. Je me disais, bon, c'est quand même gros. Faut que le lieutenant-gouverneur aussi décide que ça en vaut la peine. Alors, c'est plus ça. C'était quand même un long processus, là. Pour vous, André Fortier, en quoi cet organisme et Mme Villeneuve méritent cette distinction-là de mérite exceptionnel? Bien, d'abord et avant tout, c'est un partenaire de longue date. Le service de police travaille conjointement avec Action Dépendance, avec Linda notamment, dans les programmes de prévention, contre les dépendances, dans les écoles. Martin Anctil notamment, l'équipe des policiers communautaires ont travaillé depuis 2010 avec Linda. Et c'est de voir, c'est l'investissement total de Linda, parce que de 2002 à 2018, elle a fait le travail terrain, elle a porté cet organisme à bout de bras, tant en termes de prévention des dépendances qu'en termes de préparation pour l'hébergement d'urgence, pour venir en aide aux itinérants. C'est un travail sans relâche, toujours totalement dédié au bien-être des gens. Et c'est cette complicité également, là, terrain, concret terrain. Et je me souviens très bien quand on était passé une demi-journée à l'auberge aussi, le plaisir de voir Linda, de voir la clientèle même, le personnel. Donc, c'est vraiment pour reconnaître à juste titre ce travail, les encourager justement, et aussi reconnaître ce travail de terrain extrêmement important où elle intervient pour les plus démunis. Qu'est-ce qui fait que vous êtes arrivé chez Action Dépendance il y a 20 ans? J'ai commencé... j'ai fait un retour tardif aux études. Après avoir eu les enfants et tout, j'ai fait un retour aux études à 35 ans pour aller faire un certificat en toxicomanie. Puis après ça, j'ai poursuivi pendant une quinzaine d'années pour me rendre jusqu'à une maîtrise en intervention en toxico. À 50 ans, je m'étais mis 50. Oui, mais j'ai travaillé dans le fond à temps plein et j'ai étudié à temps partiel tout ce temps-là. Et j'ai commencé mes débuts, mon stage était à Belleuil dans un organisme aussi en prévention des dépendances qui s'appelle l'Arc-en-Ciel. Puis après ça, les heures, c'était 3 jours semaine, alors je cherchais un 5 jours. Puis j'ai postulé, dans le fond, j'ai répondu à une offre d'emploi. Mais là aussi, de ce que je comprends, c'est que vous travaillez presque jour, soir, nuit, fin de semaine. Vous oubliez même là-dedans, ce que j'ai compris. Là. Vous êtes dédié, disons, beaucoup. Souvent, là. oui. On m'appelle des fois la mère Teresa, là, mais oui, j'ai vraiment à cœur. J'ai toujours... quand j'étais en prévention, les jeunes, la clientèle que je dessers actuellement, que ce soit en prévention au niveau des dépendances auprès des jeunes ou le nouveau mandat que la table itinérance me confiait, ces deux clientèles me donnent autant que moi, je peux juste les soutenir pour les amener un petit peu plus en avant. Bon, vous avez fait référence tantôt, oui, prévention, les dépendances, toxicomanie, mais en même temps, l'itinérance, évidemment, n'est jamais très, très loin.
Et là, on sort d'une pandémie où c'est devenu un enjeu, bon, avec l'hébergement, tout ça, mais même aujourd'hui, avec le dernier décompte, on est rendu à plus de 80 personnes en principe répertoriées. Puis vous l'avez vu dans la fin de votre mandat, puis votre nouveau collègue, M. Bélanger, aussi est là-dedans aujourd'hui. Donc, l'itinérance maintenant est... Auparavant, on aurait pu dire aux portes de nos villes, mais maintenant, c'est dans nos villes. Puis ça ne disparaîtra pas demain matin. Donc, pour vous, ça prend des organismes comme celui de Mme Villeneuve pour s'en occuper. Tout à fait. L'itinérance dans les grandes villes, comme Saint-Jean-sur-Richelieu, est une réalité sociale. Ce sont des problématiques sociales qu'on doit adresser. Et je me souviens, là, quand on a fait le premier décompte du service de police, puis de ce qui se passait, on les amenait au terminus en direction de Montréal. Montréal les envoyait chez nous et tout ça. Alors donc, d'abord et avant tout, on doit comprendre que ce sont des gens qui sont dans le besoin. Ce sont des êtres humains, des gens qui souffrent. Et beaucoup d'entre eux ont des problématiques de santé mentale également. Donc, on doit leur venir en aide. Et c'est ce volet humain qu'on doit développer, puis se sensibiliser, justement. Globalement parlant, ce ne sont pas des gens dangereux. Ce sont des gens qui dérangent. De par leur tenue, leur langage, des fois, leur apparence physique ou le lieu de rassemblement. Mais, globalement parlant, ils ne sont pas dangereux. Ils ont besoin d'aide. Et c'est ce qu'on veut faire, ce travail de partenariat. C'est pas tout le monde qui veut travailler avec les itinérants. Un peu pour les raisons qu'André Fortier évoquait tantôt. Vous, ça vous dérange pas? Ça vous stimule? Qu'est-ce qui fait que vous voulez travailler avec cette clientèle-là? Bien, moi, j'ai toujours été attirée vers les clientèles les plus vulnérables. Fait que moi, quand le milieu cherchait un organisme pour porter l'hébergement, il n'y avait pas grand monde il n'y avait pas personne, pas grand monde, il n'y avait personne qui voulait s'embarquer là-dedans et c'est moi qui a dit, je vais en parler à mon CA parce que moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Qu'est-ce qui s'est passé, dans le fond, pendant la pandémie avec l'hébergement d'urgence? Je pense que vous étiez à l'auberge Harris. Oui, on est toujours à l'auberge Harris depuis le 13 mars 2020. Dans le fond, le Centre intégré de services sociaux avait des chambres COVID au Harris et quand ils les ont fermées, ils m'ont donné 40 000 pour ouvrir des chambres, pour poursuivre, dans le fond, les chambres COVID pour les personnes en situation d'itinérance. À 40 000, on s'entend que payer les chambres au Harris puis engager du monde, j'avais un choix à faire. Alors, moi, je suis déménagée 3 mois à l'auberge Harris, 24/7. Et j'étais seule toute la nuit. J'avais des intervenants en stabilité résidentielle qui venaient m'aider le jour. Mais j'ai fait ça pendant les premiers 3 mois. Et après ça, il y a eu vraiment du financement là, adéquat pendant la pandémie. Et là, on a été capable d'embaucher. Et là, maintenant, on est une équipe de 9 personnes à l'hébergement. Donc, on a parlé avec la mairesse récemment, là, il y a la halte chaleur sur Boutier, l'ancienne taverne des sports. On a reçu M. Coulombe aussi récemment sur les travaux de l'ancienne maison du Dr Boutier, sur la rue Jacques-Cartier, qui ultimement va vous être destiné. Exact. Ça, c'est un cadeau du ciel, ça? Ah, c'est un gros cadeau du ciel. Des fois, je me dis, ça se peut pas, là, mais oui, ça se peut. Puis la maison, on l'attend impatiemment. L'auberge Harris sont exceptionnels. C'est déjà beau qu'un hôtel permette qu'on puisse mélanger des personnes en situation d'itinérance avec leur clientèle, je dirais, normale, régulière. Alors, on est quand même chanceux. Mais il reste que à l'auberge Harris, c'est quand même tranquille. C'est pas un endroit où il y a beaucoup de crises, tout ça. Ça va vraiment bien. Là. Le service de police pourrait le dire. Là, c'est sûr. Mais on a hâte d'être dans nos locaux puis dans notre maison. S'il y a un élément positif qu'on peut ressortir de la COVID, c'est justement ça. Parce qu'avec COVID-19, les mesures sanitaires qui étaient décrétées par le gouvernement, que le service de police devait appliquer, lorsqu'est arrivée la notion du couvre-feu 20 heures, je parle avec Jérémy, au niveau de la table, est-ce que vous en avez discuté?
de la table de concertation sur l'itinérance. Alors, donc, ça n'a pas été le cas. C'est de là qu'il a ramené le sujet. Linda a levé la main. Et nous, bon, Linda s'occupait des lieux, mais justement, les itinérants, nous, on les transportait à l'auberge Harris et ainsi de suite. Et ce qui a permis aussi de débloquer du financement nécessaire de concert avec mon collègue Benoît Genot du CI3SMC, là. Donc, finalement, cette histoire de médaille, pour vous, ça vient un peu boucler la boucle, parce que vous aviez amorcé ce processus-là au moment où vous étiez en poste. Bon, vous avez pris votre retraite il n'y a pas très, très longtemps, quand même. Ça fait déjà 1 an. Ça fait déjà 1 an. Oui, Donc, oui. pour vous, cette remise de médaille, ça vient un peu comme attacher tout ça, là. Attacher le travail qui a été fait jusqu'à maintenant. Mais pour les encourager aussi à poursuivre, puisque l'ouverture de la maison Boutillier, là, c'est beau en soi, mais va amener des difficultés, va amener énormément de travail, notamment en termes de sensibilisation, en termes, je dirais même en termes d'éducation au niveau des organismes et de la population en général. Oublions pas, même si c'est un centre d'intervention avec une prise en charge, les gens vont déranger autour. D'ailleurs, on a déjà commencé à faire ce travail-là de sensibilisation. Alors, c'est pour les encourager, pour dire l'histoire de la table dans le dos qu'on parlait là, tout à l'heure. Alors, c'est à ce niveau-là, mais reconnaître l'excellent travail sans relâche de Linda et maintenant, depuis 2018, avec Marc-André, Caroline et Jean-Philippe, votre équipe. 2020-2021, les coordonnateurs. Parce qu'il faut dire qu'à l'hébergement, on reçoit en moyenne, là, depuis la pandémie, entre 220 et 250 personnes par année. Wow. Qu'on jumelle à des intervenants pour les replacer en logement. Puis le taux de placement est à environ à 60 %, ce qui est très bon. Puis après ça, on a des intervenants à domicile qui maintiennent, qu'ils maintiennent et qui ne reviennent pas dans la rue. C'est ça, il y a ce phénomène de réinsertion sociale qui est extrêmement important également. À vous deux, merci beaucoup. Bien, merci. Félicitations encore une fois et Merci bonne beaucoup. continuation. Merci bien. Reste avec nous, on vous revient après ceci. Petit rappel amical, jusqu'au 30 avril 2023 à Saint-Jean-sur-Richelieu, le stationnement de nuit est interdit lorsqu'il y a des opérations de déneigement. Donc, vous pouvez quand il n'y en a pas, mais il est de votre ressort, de votre responsabilité d'aller chercher l'information avant de se coucher. À demain. Bye-bye.